Bonjour à vous, je m'appelle Mathéo Bernard et aujourd'hui je vais vous parler de la place de l'homme et de la femme dans la société salariale. Nous allons commencer par parler de cette fameuse citation venant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ce qui veut dire que les hommes seraient égaux aussi dans le monde du travail et seraient traités de la même manière par les employeurs. C'est-à-dire que la seule différence faite serait la qualité du CV des candidats. Mais cette fameuse citation est-elle respectée? Les chances d'être employées sont-elles les mêmes si le CV est de qualité égale? Ou bien les femmes sont-elles condamnées à une carrière professionnelle plus compliquée du fait de leur sexe? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Nous aborderons tout d'abord les différences de traitement entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel. Après cela, nous allons nous intéresser aux origines de ces inégalités. Nous finirons ensuite par décrire et analyser le mouvement de lutte pour l'égalité des sexes. La différence la plus connue dans le monde du travail est celle de l'inégalité salariale. Selon une étude de l'INSEE, les femmes dans le secteur privé gagnent 16,8% de moins que les hommes en moyenne. Cela montre déjà que la discrimination est présente dans le monde du travail. Nous allons essayer de comprendre pourquoi une telle discrimination peut être présente dans une société dite moderne comme la nôtre. Pour commencer, un grand nombre de métiers se retrouvent genrés, donc les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes postes ni les mêmes métiers. Par exemple, les métiers de secrétaire ou bien d'assistante sont des métiers d'assistanat, ce qui montre que ces postes permettent à des hommes de se décharger d'une partie de leur travail, se retrouvant être la plus fastidieuse et ennuyante. Ces postes sont alors vus comme des postes sans responsabilité et qui mènent donc à des salaires bas. Malheureusement, lorsqu'une femme cherche un travail, elle doit la plupart du temps se fermer les portes de certains métiers auxquels elle ne peut pas accéder malgré leur qualification. Ce qui signifie que la majorité des postes à responsabilité sont donnés à des hommes. En effet, les comités exécutifs des 120 plus grosses entreprises françaises ne comptent que 15% de femmes. Dans le domaine de la santé par exemple, même si les postes occupés par des femmes se rapprochent de 50%, les métiers les mieux payés sont en majorité occupés par des hommes. Selon le Forum économique mondial, seuls 36% des postes de managers seniors sont occupés par des femmes dans le monde. C'est un petit peu plus qu'en 2019. Mais à ce rythme, il faudra environ 257 ans à l'humanité pour atteindre la parité dans ce domaine. Même si les femmes ont gagné leur place dans les conseils d'administration grâce au quota imposé par la loi Copé-Zimmermann, qui est une loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle. Le chemin est encore long pour qu'une parité dans les cercles de décision soit établie. Beaucoup d'entreprises ont compris l'immense risque sur la notoriété encourue en cas de scandale. Aussi, tous les moyens sont bons pour afficher une image pro-égalité. Soutien public à des associations féministes, mise en avant de femmes leaders, mentorat pour des étudiantes, parrainage de formation au digital pour les femmes, publication de chiffres sur la parité, etc. etc. Baria, par exemple, se vante d'avoir atteint la parité en 2021 et d'avoir remporté le prix Catalyst pour ses initiatives en faveur du leadership des femmes. Nous pouvons nous poser la question suivante. Quelles sont les origines de ces inégalités? Beaucoup d'événements historiques ont renforcé ces inégalités, comme la révolution industrielle en 1929. Durant cette période, la majorité des emplois proposés étaient très physiques. Ils étaient donc occupés par des hommes. Le modèle familial à cette époque était les hommes allaient au travail et les femmes restaient au foyer. Cette propagande prenait plusieurs formes. Tout d'abord, dans les médias, dans lesquels de nombreux articles sur les ménagères expliquant à quel point les femmes étaient utiles et distinguant d'une mauvaise femme qui n'était pas au service de son mari, ont inondé la presse. Mais également à l'école, où l'on enseignait aux jeunes filles un grand nombre de codes à suivre. Comme nous l'avons vu, il était normal même pour les femmes de ne pas travailler. Une femme affirmant sa volonté de travailler était donc totalement décrédibilisée, car elle n'était pas comprise par les autres femmes étant persuadées que c'était leur devoir et leur volonté. Ces femmes, se battant pour leurs droits, ont donc été totalement oubliées du débat. Ce n'est qu'une fois que ce mouvement de révolte a pris de l'ampleur que leur voix s'est faite entendre et a compté peu à peu. Des femmes ont commencé à monter au pouvoir là où elles étaient totalement exclues de la politique auparavant et commençaient à faire changer les choses. Sans femmes au pouvoir, les choses ne pouvaient pas changer, car quel homme se serait battu pour le droit des femmes lorsque tout lui était profitable? Il a donc fallu attendre une prise de conscience commune sur les inégalités entre les femmes et les hommes pour voir arriver des lois luttant contre ces dernières. En effet, avec la montée en force des mouvements de lutte pour l'égalité des sexes, un certain nombre de mesures ont été adoptées.
Ces mesures vont de la plus banale prise par des commerçants à des lois votées par le gouvernement. Dans un premier temps, les mesures prises avaient pour but de reconnaître ces inégalités. Ce n'est par exemple qu'en 1992 que le harcèlement sexuel dans les relations de travail a été reconnu et devenu pénalement punissable. Toujours dans cette volonté de montrer aux yeux de tous cette différence invisible, un observatoire de la parité entre les femmes et les hommes a été créé en 1995. Puis, des lois sont parues afin de tenter d'établir la parité au travail, comme la loi Génisson en 2001 ou bien la loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes en 2006. D'autre part, afin de lutter contre le plafond de verre que les femmes s'instauraient elles-mêmes, donnant lieu à moins de postulations dans certaines branches d'études ou autres, des quotas ont été instaurés. Ainsi, on oblige une université, un parti politique, etc. d'instaurer une parité en son sein. De plus, une volonté d'engendrer les métiers se crée. Cependant, cette volonté reste très superficielle, se limitant à des écritures inclusives sur des offres d'emploi. Ainsi, on voit une confrontation entre les femmes se battant pour avoir un salaire valorisé et des femmes cadres qui luttent pour garder une vie familiale. En conclusion, la condition au travail des femmes s'est améliorée, cependant, elle ne tend toujours pas vers la parité. En effet, malgré les mesures prises, on observe encore de fortes inégalités. Dès la naissance, une femme est destinée à une carrière professionnelle plus dure que celle de son frère. La domination masculine dans le monde du travail est indéniable. Comme nous l'avons vu, elle est parfois subtile et masquée par une vision du bien. Il est important que la parole soit donnée aux femmes afin de prendre conscience de leur quotidien et des répercussions des actions que nous pouvons avoir sans nous en rendre compte. Ces inégalités persisteront sans une réelle prise de conscience commune et de confiance de la part des femmes. Il est de la responsabilité de tout un chacun d'agir à son échelle en commençant par éliminer les inégalités au sein de son foyer et les influences négatives sur l'orientation professionnelle des femmes de son entourage. Il est dur d'être une femme en 2020. Cela changera-t-il les années suivantes ?